Mesdames, messieurs, rebonjour. Je suis Audrey Laverdure, conseillère en emploi à Place à l'emploi et je coanime l'événement avec mon collègue et chargé de projet, Maxime Brault. Nous voilà maintenant rendus au troisième volet du forum. Donc, nous vous rappelons que les panels précédents, donc les sections précédentes seront disponibles dès maintenant sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Le troisième segment sera lui aussi disponible en web diffusion dès maintenant. Nous recevrons donc d'abord une jeune femme très inspirante qui a accepté de présider le forum Emploi 3.0. Elle viendra nous parler de son parcours professionnel hors du commun ainsi que de sa vision des ressources humaines dans un marché de l'emploi en pleine transformation. Nous enchaînerons par la suite avec une intéressante conférence offerte par deux de nos collègues de Place à l'emploi. Alors, allons-y avec la biographie de Mme Julie Voyer. Mme Julie Voyer est présidente de la nouvelle firme Gravité Média. En août dernier, avec deux autres investisseurs, elle procédait à l'acquisition de 6 publications d'ETC Média qui desservent 250 000 foyers situés entre Longueuil et Salaberry de Valleyfield, dont le Courrier du Sud, qui est basé à Longueuil. Son entreprise compte 70 employés et ses 6 journaux, 5 hebdomadaires et un mensuel génèrent 12 millions de dollars en revenus publicitaires annuels. Elle avait auparavant gravi plusieurs échelons dans cette grande entreprise de communication avant qu'elle ne saisisse l'occasion qui lui a été donnée par son ancien employeur d'acheter 6 de ses publications. Nous sommes heureux d'accueillir la présidente d'honneur de Forum Emploi 3.0, Mme Julie Voyer. Je vous cède la parole. Est-ce que mon micro fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Maintenant? Oui. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous appréciez ce rendez-vous sur l'emploi jusqu'à présent. En tout cas, du moins, moi, j'étais à l'écoute depuis tantôt, puis clairement, il y avait des gens très intéressants sur le panel. Et même moi, j'ai pris quelques notes dans ma tête pour des choses que je vais appliquer en tant qu'employeur. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier vraiment l'équipe de direction de Place à l'emploi. J'ai nommé Jerry, Jerry, Caroline et Francis, pour laquelle ils m'ont invité à être présidente d'honneur. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Je me sens choyée et très privilégiée. Et merci aussi à Marcel là, qui a fait les démarches auprès de moi. J'ai tout de suite accepté lorsqu'on m'a contacté pour m'inviter en tant que présidente d'honneur. À cet effet-là, la semaine dernière, pour moi, être présidente d'honneur, c'était important de constater comment ça fonctionnait à Place à l'emploi. Donc, je suis venue la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer justement l'équipe de direction et j'ai visité l'emplacement également, de voir de quelle façon ça fonctionnait. Et je dois vous dire que je suis tombée en amour, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, je trouve important qu'on se sente bien quand on rentre dans un endroit où ce qu'on va faire affaire, où ce qu'on va aller chercher des services et tout. Puis ici, ce que j'ai remarqué d'emblée, c'est à quel point le dynamisme, l'engagement et la passion animaient les équipes. Ça a été assez fulgurant comme constatation. Et j'ai pu faire le tour et vraiment voir toute la diversification des services ici. Et j'ai clairement constaté, même cette journée-là, que Place à l'emploi change la vie des gens. Et j'en ai justement un que j'ai rencontré, que j'ai eu même la chance, en quittant les lieux, il était dehors et que j'ai eu la chance de discuter avec lui. J'étais allée dans l'atelier, c'est un nouvel atelier qu'ils ont créé pour confectionner des trucs, là, que ça soit un coffre en bois, que ça soit un coffre à vin, des choses comme ça. Puis quand je suis arrivée, les hommes étaient en train de faire leur conception. Puis il y en a un qui me parlait avec tout son cœur, il me disait, moi je suis ici, puis je suis en train de faire un coffre à jouets pour mes 2 petits-fils, puis il avait l'air tellement heureux, content. J'ai senti que Place à l'emploi faisait la différence. Donc, il est justement ici dans la salle, il ne faut pas le nommer. Alors, pour moi, ça voulait dire beaucoup. Alors, bravo à toute l'équipe de Place à l'emploi pour ça. Ensuite de ça, oui, aussi, j'ai eu la chance pas participer, mais de rencontrer certains conseillers qui animaient des ateliers qui avaient l'air fort intéressants et pour lesquels il y avait des participants. Donc, j'ai été vraiment impressionnée par le tout. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mon parcours pour lequel j'en suis très fière. Puisqu'en tant que femme, j'ai réussi à faire ma place dans un milieu que je dois vous avouer, lorsque je suis rentrée dans le secteur des médias, il y a 12 ans. Il n'y avait pas grand femmes au pouvoir dans cette entreprise-là, je peux vous dire, pour laquelle je travaillais chez Transcontinental Média.
il n'y avait pas beaucoup de gestionnaires qui étaient des femmes, il y avait beaucoup plus d'hommes. Puis c'est une entreprise qui comptait quand même 12 000 employés à l'époque. Donc, j'ai réussi à faire ma place dans ce monde-là et bien évidemment, j'en suis très fière. Alors, commençons par le début de mon parcours. Vous allez voir, j'ai gravi les échelons du bas de l'échelle jusqu'en haut et je peux vous dire que maintenant, ça me sert grandement aussi auprès de mes équipes d'être consciente de chacun des postes que j'ai occupés. Alors, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément de Val-d'Or, et je suis arrivée en 2006 suite à une séparation. Je vous épargne les détails. Et je suis arrivée ici. J'avais le rêve de venir vivre dans la grande métropole. Donc, je suis arrivée ici. Tout de suite, j'ai fait affaire avec une agence de placement qui était Randstad à l'époque. Et eux m'ont placé le lundi suivant. J'allais faire une entrevue le vendredi. Ils m'ont placé le lundi suivant chez Transcontinental Media, que je connaissais très peu venant de l'Abitibi. Je connaissais très peu ce monde-là et j'avais même pas d'expérience dans le domaine des médias. Moi, j'étais vraiment plus au niveau administration, au niveau de l'expérience. Donc, et là, il m'offre un remplacement 2 semaines à titre de réceptionniste chez Transcontinental Media dans le secteur du sud-ouest de Montréal pour les journaux. Alors, tout de suite, j'ai accepté. Je me suis dit, je mets le pied dans une grande entreprise et on verra les opportunités qui s'offriront par la suite à moi. Donc, je rentre là à titre de réceptionniste. Une semaine plus tard, l'employeur vient me voir, il m'offre l'opportunité d'être coordonnatrice aux ventes à temps plein. Un emploi permanent. Alors, je décide d'accepter, bien évidemment. Et là, de fil en aiguille, tout a évolué assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'en mai 2007, donc à peine 8 mois plus tard, je devenais conseillère en solutions médias, conseillère en publicité à l'époque, dont on appelait, pour le sud-ouest de Montréal, pour un journal qui s'appelait La Voix Pop. En juin 2010, on me nomme adjointe à l'éditrice pour 3 journaux du sud-ouest de Montréal, Le Messager de Verdun, Magazine de l'Île des Sœurs et La Voix Pop également. Ensuite, en avril 2011, il y avait une guerre entre 2 multinationales qui étaient Québécois et Transcontinental à l'époque. Il y avait une petite guerre au niveau des journaux. Et Québécois venait juste d'acheter des journaux en Montérégie qui appartenaient au groupe Auclair. Alors, Transcontinental Media a décidé, ils ont dit, nous aussi, on lance des journaux en Montérégie. Donc, cogne à ma porte et il dit, Julie, c'est toi qui vas faire les lancements des journaux en Montérégie. OK, pas d'équipe. Pas de clients, tu commences à scratch. Là. Alors, le premier qu'on a mis en place, qu'on a créé, c'est le Châteauguay Express à l'époque. Et de fil en aiguille, après, ils m'ont dit, Julie, on part le journal de Valleyfield. Donc, on a parti le journal de Valleyfield. Et j'ai pris énormément d'expérience parce que, comme je vous dis, on est allé chercher clients un à un. L'équipe, c'était 1 à 1 qu'on devait faire des entrevues pour bâtir des équipes, bien évidemment. Ou sinon, on a bien beau avoir un journal, mais ça prend des artisans pour le réaliser. Donc, ça a été une super de belle expérience. Ensuite de ça, puis on a su faire notre place, malgré le fait que des courriers du sud de ce monde, le journal Le Reflet, les journaux que j'ai achetés, bien évidemment, c'était des monuments, c'était très dur comme guerre. Puis par la suite, Transcontinental a décidé de racheter tous ces journaux-là. Donc, en 2014, en décembre 2014, en étant maman maintenant, je suis partie en congé de maternité. Au début, j'avais dit 4 mois parce que pour moi, c'était inconcevable d'arrêter de travailler pendant 1 an. J'ai un petit peu trop d'énergie pour rester à la maison. Alors, mais finalement, j'en ai pris plus longtemps. Et en août 2015, je suis revenue au travail. Et par la suite, on m'a dit, Julie, tu as un nouveau mandat. Croyez-vous que j'aimais les défis? Croyez-moi que je les aime, les défis. Et il me dit, tu as un nouveau mandat, on a 2 marchés pour lesquels ça va plus ou moins bien. Il y a 2 journaux qu'on aimerait que tu ailles mobiliser les équipes parce que pour moi, c'était la force que mon employeur reconnaissait chez moi. Il disait, toi, ta force, c'est de savoir bien t'entourer puis tu as le don de mobiliser les équipes. Je vous parlerai par la suite des actions sur laquelle, pour moi, qui est axée sur ma philosophie de travail que je mets en place, puis jusqu'à présent, c'est ultra gagnant. Donc, je suis allée remonter ces marchés-là pendant quelques mois. Par la suite, j'ai continué à gérer les autres journaux également. En avril 2017, c'est là que tout a commencé. En avril 2017, le vendredi saint, on a un courriel de notre président qui nous dit aux gestionnaires qu'il faut qu'ils nous rencontrent le lundi de Pâques. Pour moi, là, qu'on me rencontre un lundi de Pâques, lorsque
tout est fermé et même nous, la business est fermée. Je trouvais ça un petit peu spécial, mais on avait entendu des rumeurs comme de quoi que l'employeur voulait vendre ses journaux. Alors, mon président, François Olivier, à l'époque, nous rencontre les gestionnaires pour nous faire l'annonce que finalement, le lendemain matin, les médias allaient annoncer la mise en vente des journaux de Transcontinental Média puisqu'ils décidaient d'aller carrément dans un autre créneau. Mais à ce moment-là, j'étais assis dans la salle, puis j'ai la fibre entrepreneuriale que j'ai sous-estimée en moi, qui est carrément venue fleurir énormément. Alors, ben là, bien évidemment, pour faire ça, ça prend du cash. On s'entend, là, j'ai beau vouloir économiser, mais ça prend une coupe de palettes d'argent pour acheter des médias comme ça, je peux vous le dire. Alors, ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer des clients qui annonçaient chez nous, qui sont devenus des amis, puis qui ont dit, ben Julie, si c'est ça que tu veux, on y croit, puis on embarque dans la belle aventure avec toi. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à enclencher le processus de dire, ben nous, on a envie d'acheter les 6 publications de la Rive-Sud et de fonder également notre agence qui s'appelle Gravité Média, pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait dans cette agence-là? En fait, c'est qu'on offre des stratégies médias à plus de 15 000 clients qu'on a d'actifs chez nous, présentement, des clients qui viennent des journaux, mais également, on leur offre pas seulement des campagnes publicitaires dans des journaux, on leur offre de la création de sites web, des campagnes Google AdWords, du Facebook Ad, on offre une panoplie de produits afin justement de les aider à atteindre leur objectif d'affaires. Donc, on travaille en collaboration avec eux. On accompagne plus de 15 000 clients qui sont actifs chez nous. Ensuite de ça, ben c'est là que est venue l'annonce le 23 août dernier. En fait, on annonçait officiellement l'acquisition et la fondation de Gravité Média, pour laquelle j'ai 65 employés qui ont suivi. On a conservé tous les gens. Et tout à l'heure, nos animateurs disaient 70, mais c'est parce que ça va tellement bien depuis 3 mois qu'il y a déjà la création de 5 nouveaux postes chez Gravité Média. Donc, voilà mon parcours. Ensuite de ça, je vais vous parler un petit peu aussi, comme je vous disais, qu'est-ce que fait Gravité Média. Bien évidemment, ils l'ont dit d'entrée de jeu, on dessert plus de 250 000 foyers à chaque semaine pour leur livrer de l'information locale. Mais également, on la livre également via nos multiples plateformes telles que Facebook et tous les sites Internet de nos journaux. Moi, ce que je dis dans tout ça, là, ce que je retiens dans tout ça, c'est ma plus belle réussite jusqu'à présent dans cette acquisition-là, c'est que les 65 personnes ont resté. Pour moi, ça veut dire beaucoup. 75% des gens me connaissaient déjà puisque c'était déjà des gens qui étaient dans mes équipes à moi, mais l'autre proportion qui était le Courrier du Sud, Brossard Éclair et l'Information d'affaires Rive-Sud, ces équipes-là, je ne les gérais pas, donc eux autres ne me connaissaient pas beaucoup. Bien évidemment, ils avaient entendu parler de ma philosophie, ma culture d'entreprise que j'ai implantée et que ça fait longtemps que j'implante parce que lorsque je travaillais chez TC Média, je travaillais comme si c'était mon entreprise à moi. Ça, c'est toujours été la façon que je l'ai. Je me suis toujours approprié l'entreprise pour laquelle je travaille et ça fait toute la différence. Et je souhaite toujours que mes gens fassent la même chose. Puis pour ça, ben, faut aller chercher l'engagement des gens. Alors, et l'autre chose que je suis énormément fière, c'est que chez Gravité Média, là, on peut se vanter de dire que 50% des gestionnaires sont hommes et 50% sont femmes. Fait que ça, j'en suis très, très fière, puisque la femme, elle a une place très importante et doit prendre sa place. Donc, pour moi, c'est des équipes très mixées qu'on a. Je pense pas avoir la recette magique en tant qu'employeur, mais je pense que pour assurer la rétention des équipes, je pense que la culture d'entreprise pour laquelle j'ai inculqué doit être axée principalement sur les éléments suivants. Moi, ce que je dis toujours, c'est à quel point c'est important avec nos employés, nos équipes, d'être transparents. Dire les vraies choses, les vraies raisons. Si on prend une décision en tant qu'employeur, le pourquoi derrière cette décision-là, c'est hyper important. Aussi, la transparence passe aussi par s'assurer que les gens sont assis dans les bonnes chaises. Je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des gens qui ne sont pas assis nécessairement sur la bonne chaise. Fait que d'avoir des discussions franches avec nos gens, des fois, on y gagne, nous, en tant qu'employeurs, et l'employé y gagne énormément également.
Ensuite de ça, bien définir les tâches. Pour moi, c'est super important. Qu'est-ce que mon employeur s'attend de moi? C'est super important. De quelle façon qu'on le fait, nous, chez Gravité Média? Ça passe par un plan de développement individuel et objectif, dans le fond, qui est basé sur 3 rencontres annuelles. La première, c'est pour dans le fond, finaliser l'année en cours, mais également dire c'est quoi nos attentes, nous, envers chacun des employés, de façon individuelle, à quoi qu'on s'attend. Puis eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous? Ça peut pas être juste à sens unique, là. Si on veut bien les accompagner aussi, il faut comprendre qu'est-ce qu'eux s'attendent de nous. Donc, 3 rencontres. À la mi-année, on se rencontre, on fait le constat des 6 premiers mois et de quelle façon qu'on peut l'accompagner pour la suite pour atteindre ses objectifs et son plan de développement. Donc, pour moi, ça passe par la transparence. L'implication, je dis toujours, ce qui est important également, si on veut avoir des gens engagés. Moi, là, je ne suis pas la seule à prendre des décisions. Je consulte mes gens, je crée des comités, je leur donne le droit de parole, leurs idées là, sont tout aussi bonnes, sinon même meilleures que les miennes. Donc, c'est important de les impliquer, qu'ils sentent que les décisions, là, il y en a qui proviennent d'eux, puis qu'il y a des projets qu'ils ont mis en place qui proviennent d'eux. De cette façon-là, on a bien plus l'engagement de nos gens. Ensuite de ça, l'évolution. Dans le sens que c'est important, il y a des gens de talent qui ont envie de grandir dans une entreprise, il ne faut pas le sous-estimer, ça. C'est super important d'avoir des discussions franches avec nos gens. Bien évidemment, moi, je dis toujours, c'est pas moi qui vais lever la main pour toi. Lève la main, puis ça va me faire plaisir qu'on travaille ensemble pour t'amener où ce que tu as envie, quel poste que tu as envie d'atteindre. Si ça passe par de la formation, on va le faire, mais bien évidemment, on va t'accompagner dans tout ça. Puis ça, on trouve ça, moi, pour ma part, je trouve ça super important. Je dis souvent chez Gravité, puis je travaillais ça de la même façon avant, il n'y a pas de hiérarchie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas personne de plus important qu'un autre pour moi. À un point tel que lorsque j'ai présenté ma structure de Gravité Média, elle n'était pas faite sous forme d'organigramme, puis qu'il y a des paliers. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était sous forme de capsules qui gravitaient autour de l'entreprise, de l'objectif commun. Alors, de cette façon-là, tu vois même pas qui porte le chapeau. Tout le monde a un titre, bien évidemment. Mais bien évidemment, il y a des gens qui portent un chapeau quand c'est le temps de prendre des décisions, ça, on en est conscient. Mais tout le monde est au même niveau dans le sens qu'il n'y a personne de plus important qu'un autre. Fait que ça, c'est super important. Puis je pense que mes gens, ils le sentent. Et c'est pas un climat. Hier, il y a justement un membre de mon équipe qui me disait, ce qui est le fun avec toi, Julie, c'est qu'on sent que c'est pas un climat de travail basé sur la confrontation, mais bien sur la collaboration. Puis ça, je pense que c'est super important. Le côté humain, je pense que ça, c'est le côté que j'ai le plus fort en moi en tant qu'employeur au niveau personnel. Pour moi, c'est super important de prendre soin de mes gens. Ces gens-là, ils m'en donnent, puis si je réussis, c'est grâce à eux. Alors, pour moi, l'écoute, l'empathie, et je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque mes associés, on a décidé d'embarquer dans cette belle aventure-là, puis que là, je leur ai parlé de l'assurance collective, ils ont venu les yeux gros de même. Ils ont dit, assurance collective, es-tu consciente comment ça peut coûter? Je suis consciente, mais pour moi, c'est important. Je veux prendre soin de mes gens. Je sais qu'en retour, ils vont m'en donner si je prends soin d'eux. Fait que pour moi, c'était inconcevable qu'ils n'acceptent pas. Ils ont finalement accepté. Je suis perspicace. Alors, ils ont accepté. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Aussi, d'être juste et équitable. Pour moi, c'est une culture juste et équitable. Puis même, j'ai des gens qui font partie de ma famille dans l'entreprise, mais ils n'ont pas de passe-droit. J'ai mon frère, j'ai mon mari et j'ai mon père qui travaillent pour moi. Puis, ils n'ont pas de passe-droit, ils sont traités de la même façon que les autres personnes. Puis c'est important pour moi, cette valeur-là. Admettre ses erreurs. Pas peur d'admettre de mes erreurs, j'en fais des erreurs. Puis je permets aux gens d'en faire. Parce que c'est de cette façon-là que moi, j'ai grandi, que j'ai évolué, c'est en faisant des erreurs, parce que j'ai des patrons, moi, qui m'ont permis de faire des erreurs. Fait que pour moi, ça, c'est important. La conciliation travail-famille. Combien de fois, un vendredi, un lundi, un mardi, tu veux hâte que je finisse? Combien de fois j'appelle un employé, il est 5h15 et je lui dis « Salut, qu'est-ce que tu fais? » « Bien, je suis au travail. » Non. Tu t'en vas chez vous rejoindre ta famille. C'est ça qui est le plus important. C'est hyper important, un équilibre entre le travail et la famille. Parce que moi, je leur ai dit, c'est vrai, on dit souvent, puis j'aime pas ça dire cette phrase-là, mais qu'il n'y a personne d'irremplaçable, mais c'est vrai que c'est comme ça. Puis moi, je dis, la famille, bien, est toujours là pour vous. Fait que c'est important d'en prendre soin puis de décrocher du travail. Puis je dis souvent à mes gens, n'oubliez pas, on n'est pas cardiologue, on ne réanime pas des vies. Tout peut attendre à demain. Je dis souvent ça à mes gens et ils retiennent ça.
régulièrement. La communication, je me dépêche. Ben, la communication, tenir vos gens informés, tout département confondu, que ça concerne le département des journalistes, nous, le département des ventes. Moi, je trouve que c'est important que de façon globale, tout le monde soit informé. Pour être engagé, il faut qu'il soit conscient de ce qui se passe. Donc, c'est super important. À cet effet, moi, je fais un appel conférence avec tous mes gens le mercredi matin pour lequel on doit poser des questions qu'ils ont déjà envoyées préalablement. Et j'informe également au fur et à mesure de tous les changements. Bien évidemment, on vient de faire l'acquisition, fait qu'il y a un processus dans tout ça à faire, fait qu'il est important. Fait que je tiens mes gens informés, ils ne sont pas dans le déni, ils savent ce qui se passe. Ensuite de ça, la reconnaissance, les tapes dans le dos, c'est super important. Mentionner les bons coups. La confiance, donner droit à l'erreur, donner des mandats, sachant que ça ne sera peut-être pas parfait, mais c'est comme ça qu'il va apprendre. Je sais que moi, ça a été très difficile pour moi de déléguer, mais j'ai appris à déléguer, puis maintenant, j'en vois les bienfaits également. Le travail d'équipe. Et le dernier, le plaisir. Ça, pour moi, là, la culture d'entreprise est basée sur le plaisir. Pourquoi? Parce que si vous calculez ça, là, on passe plus de temps au travail qu'à la maison si on enlève les heures du sommeil. On a tout intérêt à être heureux dans ce qu'on fait. C'est super important. Choisissez un métier qui vous passionne, qui vous fait vibrer, que le matin, là, vous ne vous posez même pas de questions. Moi, je dis souvent le matin, je ne m'en vais pas travailler, je m'en vais m'amuser. Mais c'est comme ça que vous devriez gérer votre vie professionnelle, selon moi. Alors, je pense qu'en implantant une culture telle que je vous ai décrit principalement, automatiquement, je pense que tu optimises tes chances de rétention, puis par la bande, d'attirer des nouveaux talents. Ce que je souhaite de plus que vous reteniez de mon discours, c'est que tout est possible. Que vous soyez employé, employeur, futur employé, entrepreneur, bien, il suffit d'y croire et de faire tout en son pouvoir pour réussir. J'en suis la preuve vivante que tout est possible. C'est important d'être heureux et passionné par ce qu'on fait et surtout de savoir saisir les bonnes opportunités. Alors, j'espère que mon petit discours vous a bien inspiré, ou du moins quelque peu. C'est tout pour ma part. Merci beaucoup. Afin de vous remercier de votre participation comme présidente d'honneur vers l'emploi, un des projets de Place à l'emploi vous remet ce support pour tablette que vous pourrez utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, Merci, Mme Voyer. Enchaînons sans tarder avec la présentation d'une conférence sur les perspectives et défis de l'emploi à Longueuil et sur la Rive-Sud, qui sera présentée par Mme Caroline Gagnon, directrice générale de Place à l'emploi, ainsi que Jerry Crevier, agent de développement. Monsieur Jerry Crevier possède une formation universitaire en psychosociologie de la communication et cumule plus de 18 années d'expérience à titre de conseiller en emploi. Notamment, pendant 6 ans, il a coordonné les activités du Centre de formation professionnelle, l'École du routier professionnel du Québec. Il travaille à Place à l'emploi depuis maintenant 8 ans. Il a d'abord été conseiller en emploi et agit maintenant à titre d'agent de développement. Son expérience et son talent profitent pleinement à ses collègues et à notre organisation. Caroline Gagnon est directrice générale de Place à l'emploi. Elle œuvre dans le domaine de l'employabilité depuis plus de 20 ans. Elle sait faire preuve d'une grande adaptabilité et possède une compréhension fine des enjeux actuels reliés au marché du travail. Novatrice et audacieuse, elle souhaite aller au-devant des nouvelles tendances pour permettre à son organisation de se développer et d'offrir les meilleurs services possibles. Elle croit fortement que c'est en s'adaptant rapidement aux besoins de sa clientèle qu'une organisation incarne des valeurs d'innovation continue et qui permet d'être reconnue comme étant un acteur incontournable dans le domaine de l'employabilité. Accueillons Jerry Crevier et Caroline Gagnon. On va essayer de comment m'enfarger là-dedans. Bonjour, bonjour. 1, 2, 1, 2, bonjour. C'est bon? Hey! Hey, on l'a. Écoutez, Jerry puis moi, c'est nouveau qu'on est dans le show business, alors merci d'être Indulgent, notre premier public. c'est notre premier public, effectivement. Alors, je prendrais, c'est pas dans notre texte, Jerry, je vais sortir une minute. Vas-y. Je remercierais notre présidente d'honneur, moi aussi, c'était extrêmement inspirant. Tellement. Puis elle a parlé de plaisir, nous autres aussi, on était là-bas. Si on avait pu faire des pouces comme ça, des cœurs là, sur le web, on l'aurait fait parce que ça nous rejoignait beaucoup. Tellement.
Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On est un peu à mi-parcours là, dans notre journée. Vous allez voir, on va vous inviter à visiter 3 innovations de Place à l'emploi tout à l'heure. Donc, la première, c'est Vers l'emploi. C'est un plateau de travail qu'on a ouvert avec les moyens du bord. Oui, c'est ça, je l'ai eu. Tu sais, je voyais plein de monde faire des mouvements de bras, puis j'aimais, que font-ils tous? Ah, c'est ça. Donc, on a ouvert un plateau de travail éco-responsable. Ce sont des entreprises qui nous donnent des vieilles palettes. Si vous avez des vieilles palettes, pensez à nous. Et puis, on a ouvert un plateau de travail qui va les recycler en produits. Donc, vous avez vu ce qu'on a donné à notre présidente, Madame Voyer, notre présidente d'honneur. Elle a reçu un support à tablette. Mais si vous regardez dans le fond, on fait des divans, on fait vraiment plein de choses. On fait du sur-mesure aussi à la demande. Donc, vous allez pouvoir visiter ça. Vous allez visiter Espace Emploi. Puis aussi, nous, on fait explorer autrement. Donc, on part dans les organismes, les écoles primaires, les écoles secondaires, avec une série d'ateliers, mais aussi toute une approche d'exploration des métiers. Donc, vous allez avoir la chance cet après-midi de visiter ça. Mais surtout, on va tous vous mettre à contribution. Nous, on fait une petite entrée en bouche pour vous expliquer un peu l'histoire du marché du travail. Ben oui, toi. Mais après, on va vous demander de trouver, à vous, les solutions pour les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes immigrantes. Fait que préparez-vous à travailler fort là, pour trouver des solutions. La conférence qu'on vous présente, c'est une conférence qui est issue là, d'un travail qu'on a fait. On a fait une exposition qui s'appelle « Femmes et marché du travail ». On fait la tournée du Québec avec cette exposition-là où on essaie d'expliquer qu'il n'y avait pas juste des hommes dans la construction du Québec. Il y en avait, mais il y avait des femmes aussi. Donc, commençons par se dire qu'il y a des enjeux sur le marché du travail, à la fois futurs et modernes, puis on va vous demander de travailler là-dessus là, cet après-midi. C'est sûr, mais pour que vous vous mettiez en action, il faut tout d'abord parler des défis qu'on a à relever. Hein? C'est clair, il faut en parler de ça. Puis comprendre les défis, bien, des fois, il faut se demander d'où on vient. Ah oui, pour innover dans où on s'en va. On va donc vous présenter l'histoire du marché du travail. Hey, on part de 1534 à aujourd'hui. En 15 minutes. Préparez-vous, quoi, 15 minutes? Ben, Ouch! En fait, nous, on aurait aimé ça que ce soit plus long, mais Francis et Marcel nous ont dit 15 minutes maximum. Bon, ben, donc, on s'est contenu dans l'histoire. on part-tu? On passe ça tout de suite. On On part niaise ça pas tout de avec ça. Selon vous, pourquoi 1534? C'est quoi qui s'est passé en 1534? Hey! Jacques Cartier qui est arrivé, on le voit ici. Jacques Cartier qui est arrivé avec sa gang de boys sur un bateau. Caroline, il y avait sûrement des femmes sur le bateau. Aucune femme n'était sur le bateau. Puis vous savez qu'aujourd'hui, avec Google, on peut tout voir. Alors, je vous invite ici à regarder la carte de l'arrivée de Jacques Cartier. Fait qu'il contourne l'île. Comment, Jacques? Comment? Il arrive. Oh, il est perdu. Il est perdu. Il va retourner de bord. Il voit un groupe d'Iroquois. Il ne demande pas son chemin. Voyez-vous, aucune femme sur ce bateau-là. Aucune femme sur le bateau. On aurait demandé notre chemin. Bon, ça n'a pas de sens. Sans blague, à l'arrivée, hommes, mais aussi les femmes ont collaboré équitablement au développement de la colonie. Ah oui, tout à fait. En tablant sur les qualités qui sont encore aujourd'hui recherchées par les employeurs. Moi, je vous dirais, il n'y avait aucune femme assise sur une bûche à l'arrivée de la colonie en train de dire quand est-ce que mon poêle va être construit. Elle travaillait, elle aussi. Puis une des qualités qui était mise de l'avant, c'était l'autonomie. Vous savez, c'était des gens qui venaient d'ailleurs. Puis on leur demandait, laisse toutes tes affaires, ta famille, puis va au nouveau monde. Puis les gens embarquaient, ils devaient être vraiment autonomes. Puis c'est une qualité recherchée par les entreprises aujourd'hui. Oui, puis dans ce temps-là, il y avait l'initiative aussi, hein, parce que tout était à construire, tout était à faire. Les gens étaient débrouillards. Tu pouvais pas aller en plein milieu d'une recette au dépanneur parce qu'il te manquait 3 œufs puis une pinte de lait. Tout était avec les moyens du bord. Donc des gens débrouillards. Écoute, c'était le marché du travail d'artisans. Car on construisait pour eux-mêmes, pour nous-mêmes. Tout ce qu'on avait besoin. Tout ce qu'on avait besoin, that's it. Qu'est-ce que ça fait au niveau du taux de chômage, Jerry? Bien, à cette époque, le chômage était 100 %. Tout le monde était en action. Pas de chômage, donc? Non. Pas de chômage. Parce que les gens, il fallait qu'ils se nourrissent, qu'ils se logent, il fallait qu'ils créent leurs outils. Ah ouais, puis il faisait tellement frais de ce temps-là, de toute façon, fait que si tu bougeais pas, ben, tu gelais bien raide. Prochaine période, 1867 à 1929. Révolution industrielle, on crée des machines. Écoute, on part d'artisans sur le marché du travail, puis on devient de plus en plus industriel. Massivement, les gens vont quitter leur cocon de la campagne, puis ils vont aller vivre dans les villes.
pour travailler dans les entreprises. Tout à fait. Ça se développe, le secteur des miniers dans ce temps-là, le textile, les hôpitaux, mais aussi la production de nourriture de masse. Il y a des qualités qui se sont développées sur ce territoire-là, puis encore aujourd'hui, ces qualités-là, les entreprises, ils les recherchent. On avait besoin de gens organisés. Je vous dis que quelqu'un qui arrivait en retard dans ce temps-là, ça prenait pas de temps, qui était mis dehors. C'est clair. Puis on recherche aussi des gens qui ont de l'audace, car encore une fois, on souhaite que ces gens-là quittent le village natal pour se retrouver dans des villes plus tassées, un à côté de l'autre. Je ne sais pas ce que les gens de cette époque-là avaient mangé, mais ils sont partis d'artisans, puis ils se sont mis à être vraiment proactifs. L'efficacité augmentait en trombe. Donc, ces gens-là ont été extrêmement innovants. Ah oui, puis le taux de chômage dans ce temps-là, plus ou moins 5 % pour les hommes. Bien, il y avait peu de femmes à l'époque sur le marché du travail. En fait, les femmes, il fallait qu'elles soient célibataires pour qu'on leur offre un emploi. Puis on leur offrait jamais un emploi au même salaire que les hommes. On dit qu'à ce moment-là, à Montréal, 85 % des femmes travaillaient à la maison, parce que moi, je ne dirais pas qu'ils ne travaillaient pas. Ils étaient fort occupés, ces dames-là. 85 % à la maison, donc à peu près 15 % des femmes travaillaient. C'est au cours de cette période que le Québec va connaître son pire taux de chômage à vie, 30 % pendant la Grande Dépression. Pas besoin de vous dire que si c'est un taux de chômage de 30 % pour les hommes, bien les femmes, le taux de chômage a augmenté encore plus. Puis il y a bien des enfants qui ont pâti de cette situation-là. Ah ouais, puis une période bien triste de notre histoire dans ce temps-là, hein, les grandes guerres. Oui, les hommes, pendant cette période-là, nos hommes vont partir à la guerre. Puis les entreprises vont faire confiance à qui pour travailler? Aux femmes. Certaines Exactement. entreprises vont même organiser des garderies en milieu de travail pour accommoder les travailleuses. Voyez-vous que c'est pas d'aujourd'hui, hein? Oui. Souvent, nos grands-parents vont dire, lorsqu'on est en période de récession, Ça prendrait bien une bonne guerre. parce qu'en période de guerre, on produit beaucoup. Et on embauche beaucoup. La guerre, ça a amené aussi des entreprises à se moderniser. Il y a des qualités professionnelles qui se dégagent de là-dedans, c'est sûr. Quand on est une maman monoparentale à la maison puis que notre mari est à la guerre, faut qu'on développe comme un instinct de protection pour essayer de repérer le danger autour de nous, parce que si nous autres même on se blesse, ça va mal aller. Ah oui, que ce soit l'uniforme militaire ou celui des entreprises, que ce soit la rareté des tissus qui a amené les femmes à utiliser des sacs de farine pour faire leurs robes. L'idée de porter la tenue adéquate fait son chemin. Puis je pense aussi qu'on peut dire que ces gens-là avaient une bonne dose de persévérance. Quand on est à la guerre ou quand on est monoparental, quand on est soutien de famille, tous les jours ne sont pas faciles, puis il faut faire preuve d'une bonne dose de persévérance pour passer au travers ça. On est rendu, le taux de chômage dans ce temps-là, dans les années 40, est de 8 %. Les femmes, ils ont débuté le travail dans les usines. On amène 30 % des femmes en emploi, donc à peu près 70 % des femmes vont être à ce moment-là à la maison. Puis ensuite, bien, il y a une autre période, puis avec beaucoup de créativité, on a appelé cette période-là l'après-guerre. Les années 50, les Beatles, le rock and roll, les belles voitures, Elvis. Ouais, la guerre froide, le retour de la femme à la maison. Ah ouais, puis le marché du travail, ben il change encore. On produit plus seulement pour vivre maintenant. On consomme et on s'achète des produits de luxe. Eh oui, le téléphone, le réfrigérateur, la radio, la télévision qui se développe à une vitesse grand V. Avec la télévision, bien, on voit apparaître la publicité, le marketing. Écoute, sans enlever toutes les qualités développées au cours des périodes précédentes, le Québec se modernise. Yes! Bien, le Québec continue d'être patient. Il faut l'être avec l'Église catholique qui a quand même certaines exigences. Mais il faut être aussi patient parce qu'on a des familles de 10, 12, 15 enfants. Ah ouais, ça puis demande la patience. Tout à fait. Puis on note aussi, Caroline, hein, le respect. Le respect du père, des curés, des patrons, de l'autorité en général. Puis là, je dis toujours, enfin, au loin, on entend un grondement. Celui d'une société qui souhaite s'émanciper, celui d'une société qui souhaite innover. C'est le temps de la maturité. Eh oui, on porte un regard critique sur qui on est. On se demande si on ne pourrait pas être mieux, être différent. Au niveau du taux de chômage, 25 % des femmes sont en emploi au cours de cette période-là. On parle alors d'un revenu d'appoint. Parce que, bien sûr, il ne faudrait pas que les faire travailler, ça les empêche de faire leur ordinaire. Il ne faudrait pas que ça les empêche de bien s'occuper des enfants. 75 % des femmes sont à ce moment-là à la maison. Mais il y a des femmes qui se rappellent avec nostalgie du temps où elles travaillaient puis qu'elles avaient une certaine autonomie financière. Ah oui, puis pour les hommes, là, le taux de chômage dans les années 50 était à son plus bas, 3 %. L'emploi, c'est un élément constitutif de l'homme à cette époque. Quand on rencontrait nos vieux chums, ben, on se définissait par notre emploi, tout simplement. C'est le même que ça fonctionnait.
Les années 70, on était là. Ah oui, c'est le début d'un temps nouveau. La Terre est l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. C'est bon, c'est bon. OK, C'est bon, j'étais parti. Excusez. C'est bon. Excusez. Écoute, si tu veux te lancer dans la présentation, ça va, le chant. On va faire confiance à M. Couture. Ouais, là. c'est ça. Donc, des années fastes, les années 70. Ben oui, écoute, l'année de l'Expo, l'année des Olympiques, le métro de Montréal, le stade olympique, les grands projets hydroélectriques. Comme un peu partout, le Québec vit une période de révolution. My God, une révolution. Combien de combats sanglants, combien de morts, Caroline? 0 mort, 0 combat sanglant. En fait, le Québec, c'est une société pacifique. Puis on a réussi à changer tout le système, les lois, l'éducation, la santé. On a créé des programmes sociaux, des groupes communautaires, des syndicats qui étaient forts. On a milité. On a juste fait ça, militer, donner notre point de vue. On n'a tué personne. Tellement. On embauche massivement à Hydro-Québec dans les écoles, les cégeps et universités, CLSC et les hôpitaux aussi. On cherche des gens intègres dans ce temps-là. Parce que, vous savez, on ne développe pas pour notre besoin individuel. On développe pour la collectivité. Donc, ça prend une bonne passe d'intégrité. C'est clair. Et puis les gens sont de plus en plus polyvalents maintenant. Hein? Ceux qui ont toujours été ouvriers pendant peuvent maintenant devenir des boss dans leur entreprise. C'était une société bien vigilante, hein? Tu essayes de passer une petite loi en douce, puis ils sortent avec des pancartes. Ils étaient vigilants à cette époque-là. Tout à fait. Puis n'oublions pas aussi que c'était la période des communes. De l'esprit de collectivité, de groupe, l'esprit d'équipe était très fort dans ce temps-là. Le taux de chômage, Jerry, à ce moment-là? Écoute, le taux de chômage est de 8 %. Les hommes sont partout, dans tous les champs de l'économie, sauf bien sûr les métiers de femmes. Enfin, on commence à tenir des statistiques sur les femmes. Avant ça, on ne le faisait pas. Donc, on a des statistiques sur l'emploi. 76 d'entre elles occupent maintenant une fonction rémunérée. Ça fait que les hommes ont un taux de chômage de 8, les femmes 14. Puis si on avait ajouté sur le tableau les jeunes et les personnes immigrantes, bien, eux, c'était encore plus haut, par exemple. Alors, il faut noter que dans les années 80, il y avait la récession, durement touchée. Le Québec a connu un taux de chômage de plus de 15 % pour les hommes, puis 20 % pour les femmes. On parle pour les personnes immigrantes puis pour les jeunes que ça peut aller jusqu'à 25 % à ce moment-là. C'est à cette période-là que plusieurs organismes, donc Place à l'emploi, ont été créés pour aider les gens. Ah oui, puis on appelle ça l'ère technologique, l'iPhone, l'iPad, le Big Mac. Oui, c'est notre ère moderne qu'on appelle comme ça, où là, on a toutes nos bidules technologiques. On a même construit une station spatiale dans l'espace où on peut aller habiter. Ah oui, c'est le monde de la robotique. C'est l'ère de la robotique, les ordinateurs, le micro, les nanotechnologies. Si je reprenais la chanson de tantôt, mais je chante pas, je suis pas aussi bonne que Jerry, on devrait dire c'est le début d'un temps nouveau, la moitié des gens ont plus de 60 ans et nos défis sont très importants. Ah, plus que jamais, Caroline, c'est clair, les entreprises ont besoin de tous les talents. On est à une ère de communication. Je peux écrire à 100 personnes dans 10 dans 10 pays différents en 1 seconde. Il faut savoir être assidu, car le temps est devenu tellement important. Mais même nos enfants sont surbookés. Puis il faut être efficace pour réussir à atteindre tous les défis, tous les deadlines, puis tous les objectifs qu'on se fixe. Écoute, si on faisait stop, pour la prochaine heure, là, on fait stop. Oui, on pourrait s'arrêter tous ensemble puis prendre le temps, prendre ce dossier-là en main puis se demander comment on va, c'est quoi les bonnes actions qu'on a à poser. Donc, faire preuve de jugement. Ah ouais, c'est quoi qui est le plus important? C'est l'égalité est totalement atteinte au Québec. Il est maintenant généralement admis partout dans toutes les entreprises que les hommes et les femmes peuvent réaliser également toutes les professions. Non, Jerry. Comment non? Non, Jerry, l'équité n'est pas totalement atteinte. Je veux pas t'écœurer, là, mais ça va mieux, la situation des femmes. Ça va vraiment mieux. Puis si on se compare au reste du monde, on est vraiment bon, mais il y a encore des domaines où on veut pas que les femmes aillent travailler là. On les trouve moins bonnes. Il y a encore des entreprises qui veulent pas de gens issus d'une autre communauté ou des jeunes. C'est pas fiable, un jeune. Fait que non, l'équité, c'est pas totalement atteint, Jerry. Ben, tu sais quoi, Caroline? C'est bien triste, mais ça devrait pas exister. Oui, tu as bien raison. D'autant plus que là, le taux de chômage en Montérégie, regardez-le, 96 % des gens en emploi, un taux de chômage qui est autour de 4 %. On n'a pas vu ça depuis les années 50. Écoute, nos défis sont clairs. Voici les 20 qualités recherchées pour les employeurs.
Il y a bien des gens sans emploi qui ne sont pas des experts dans tout ça, c'est bien sûr. Tu as bien raison. Les gens ne peuvent pas être parfaits comme l'offre d'emploi. Puis, ce qui est triste aussi, c'est que on veut des gens parfaits, mais en même temps, il y a 70 des entreprises qui disent « j'ai de la difficulté à recruter ». Oui, puis parlons des vraies affaires. Là. Il y a encore des entreprises qui n'engagent pas de femmes encore, des personnes issues de la diversité, des jeunes ou des personnes ayant un handicap. Il y a la robotisation aussi. Des fois, on ferme des postes où on embauchait des gens qui n'étaient pas spécialisés pour confier ça à des robots. Puis après ça, on dit « hey, il me faut des gens spécialisés pour réparer ce robot-là ». Oui, c'est ça. Tu sais, les gens vivent plus vieux aujourd'hui, sont plus malades. Donc, c'est le grand défi que c'est donné, Pierre Lavoie, de toute façon, faire bouger le monde. La maladie, ça crée des emplois dans le secteur de la santé, mais c'est souvent des postes de jour, de soir, de nuit, qui n'est pas nécessairement adapté à nos familles d'aujourd'hui. Puis les épiceries, les restaurants, les postes de journaliers, ça crée de l'emploi, mais des fois, c'est au salaire minimum. Puis j'ai 2 enfants, j'ai le goût de m'acheter un petit char. Le salaire minimum, des fois, je veux un peu plus. Là, écoute, j'attire votre attention, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour répondre aux 4 questions suivantes pour les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes issues de la diversité. Bien, dans tout ça, il y a des chercheurs d'emploi, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas trouver d'emploi. Puis, il va falloir les intéresser si on veut demeurer compétitif. Comment on va faire pour inciter les gens à se mettre en action pour trouver un emploi puis pour venir participer à l'économie du Québec? Oui, puis comment une organisation en employabilité comme la nôtre doit maintenir la mise en action et aidant les gens à trouver un emploi? C'est quoi le bout de chemin que les entreprises ont à faire, hein? On s'est dit ça tantôt, on va s'upgrader, on va aller chercher les 20 qualités, on va être dynamique, un beau CV, une belle entrevue, on va être sur LinkedIn, pas sur Facebook. Maintenant, les entreprises, ils vont-tu me prendre? Qu'est-ce que c'est le bout que les entreprises vont devoir faire? Écoute, gardez ça en tête. Si on avait une baguette magique et la chance de créer 3 projets de loi assurés d'être acceptés par le gouvernement, ce serait quoi? Et là, ben, la parole va maintenant être à vous. Je réinvite les animateurs à venir vous expliquer ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Temps. Alors, nous allons maintenant prendre une pause des ondes puisque la prochaine activité ne sera pas web diffusée, telle que le mentionnaient Caroline et Jerry. Ce sera 4 groupes de discussion qui vont porter sur la diversification dans les milieux de travail. Donc, nous invitons à revenir vers 16h30 pour une activité de plénière et 16h30. Merci. Oui, à 16h30. Donc, en fait, non, c'est les gens sur le web, pardon. Les gens sur le web, revenez avec nous à 16h30 pour une activité plénière et de clôture. Pour les autres, vous restez avec nous. On a une activité qui s'en vient dans les prochaines minutes. Alors, à tantôt.